Voilà, dernier chapitre de l'année, enfin arrivé au bout. Donc chapitre 33 normalement, deuxième chapitre de mécanique quantique. Donc on a vu une application de l'équation de Schrödinger au chapitre précédent sur la particule quantique libre. On va voir trois applications de la particule quantique non libre dans ce chapitre. On verra une notion importante que vous devez connaître depuis 3 ou 4 semaines qu'on va exposer dans ce chapitre-là. Donc premier cas, le cas d'un puits infini. Donc modèle, ici, donc on va être dans une situation où le potentiel est infini pour x plus petit que grand L. Le potentiel est infini ici pour x plus grand L, et donc le potentiel est nul dans la région comprise entre 0 et grand L. Donc bien évidemment, dans ces conditions-là, la particule n'aura aucune possibilité de se trouver dans la zone avant 0, dans la zone après grand L. La seule possibilité, c'est de trouver la particule entre 0 et grand L. Petit 2, l'étude des solutions. Donc si on remet l'équation de Schrödinger, ici moins h bar carré sur 2m, d2 psi sur d2x2 plus v psi égale ih bar d psi sur dt. Bon, je vous rappelle la méthode de résolution de type stationnaire, c'est-à-dire qu'on cherche une solution pour psi de x de t égale ici f de x fois g de t qu'on met dans l'équation, donc ça nous fera moins h bar carré sur 2m, ici f seconde de x fois g de t plus v f de x fois g de t égale ih bar d psi sur dt, c'est-à-dire f de x fois g point de t. On divise par f de x g de t, ça nous fait moins h bar carré sur 2m, f seconde de x sur f de x plus v de x égale ih bar, ici g point sur g de t. Comme on a une fonction de x qui est égale à une fonction du temps, quel que soit x, quel que soit t, en fait, cette fonction-là est une constante qu'on appelle grand E. On fait la résolution ici temporelle. La résolution temporelle, bien sûr, nous donnera une solution, on l'a vu au chapitre précédent, puisque ih bar g point sur g de t égale grand E, ça nous fera g de t du type a exponentielle moins ie sur h bar t. Ça, c'est la solution temporelle. Maintenant, si on s'intéresse à la solution spatiale, on va se retrouver avec moins h bar au carré sur 2m, f seconde de x sur f de x, plus ici v moins e égale à 0. Donc, on pourra mettre sous la forme f seconde de x plus 2m sur h bar carré e moins v de x égale à 0. Voilà, et c'est ce qu'on va résoudre ici, la forme dépendante de x. On va revenir un petit peu sur cette résolution-là. Donc bien évidemment sur les conditions aux limites, la fonction f, puisqu'on l'a dit que notre fonction en fait psi de x de t était continue et la dérivée était continue ici, donc en 0 et en grand L, bien évidemment, puisque ici la barrière de potentiel est infinie, le puits est infini, le potentiel étant infini, bien évidemment, aucune chance de trouver la particule avant 0 après grand L. Donc f, ici, la valeur de la fonction avant 0 après grand L est nulle, donc par continuité, on aura f moins de f de 0 moins égale 0 et f ici de L plus égale 0. Voilà les conditions aux limites. Donc la résolution avant 0, on ne la fait pas puisque la particule n'a aucune chance de se trouver. La résolution après grand L, on ne la fait pas puisque la particule n'a aucune chance de se trouver. Donc finalement la résolution, on va la faire uniquement dans la zone où x comprend entre 0 et grand L. Donc dans ce domaine-là, bien évidemment, v de x égale à 0. Donc on a à résoudre en fait f seconde de x plus 2m sur h bar carré e ici multiplié par
la fonction f de x égale à 0. On pose k carré 2me sur h bar carré. Donc k carré 2me sur h bar au carré. Voilà. Selon les valeurs de ce terme-là, bien évidemment, on va avoir trois types de solutions. Donc première solution, ici, si le terme en 2me sur h bar 2 est égal à 0, comme d'habitude, on va se retrouver avec f seconde de x égale 0, f' constante, f de x fonction affine. Bien évidemment, la fonction affine ne peut pas s'annuler en 0 et en grand L. Impossible physiquement. Ensuite, vous prenez la solution 2me sur h bar 2, grand E est négatif. Dans ce cas-là, on va avoir des fonctions exponentielles. Dans le cadre de fonctions exponentielles, c'est pareil, on ne pourra pas avoir une valeur nulle en 0 et en grand L. La seule forme des solutions qu'on va pouvoir avoir, c'est une solution de type trigonométrique. Donc dans ce cas-là, on aura une solution ici pour f de x du type grand A cosinus kx plus grand B sinus kx. Voilà la forme des solutions que l'on va avoir. Puisque f de 0 égale 0, ici on aura A cosinus 0, ça vaudra 1, donc grand A vaut 0. Et f de grand L égale 0, qui nous fera B sinus KL égale 0, d'où en fait KL du type NP. Les valeurs de K sont quantifiées et on se retrouve avec Kn du type NP sur L. Du coup, on pourra mettre la forme de nos solutions. On va se retrouver avec Fn de x du type An, ici, sinus NPx sur L. Du coup, la fonction psi de x de t, on aura une constante an fois la constante grand A, hein, AN, ici A'N, ici, sinus NPx sur L. Attention, si la valeur de K est quantifiée, bien sûr, j'ai une relation, ici, on y reviendra, entre les valeurs de K et l'énergie, exponentielle moins I E sur H bar T. On va voir que les valeurs de l'énergie, bien évidemment, seront quantifiées de la même façon. Donc, petit 3, la quantification, on va voir, elle naît en fait du confinement de la particule. Voilà, comme nous, hein, confinés depuis quelques temps, vous allez voir que cette particule, elle sera en fait confinée entre 0 et grand R. Donc, petit 3, la quantification, elle naît du confinement. Voilà. Donc, calculons l'énergie associée. Donc, je vous rappelle que entre 0 et grand L, en fait, pas d'énergie potentielle, puisque V, c'est l'énergie potentielle. Donc, nous n'avons en fait que de l'énergie cinétique. Donc, en fait, l'énergie, ici, uniquement énergie cinétique, c'est-à-dire P2 sur 2M. P, c'est H bar K. Ça nous fera H bar carré K carré sur 2M. Et comme les valeurs de K sont quantifiées, les valeurs de E seront quantifiées. En fait, En, ici, ce sera H bar carré K carré, ici. Donc, les valeurs de K, bien évidemment, c'est égal à 2ME sur H bar 2, mais on peut les retrouver ici. Ça nous fera N2 pi 2, ici, sur 2M L2. Voilà. Les valeurs de l'énergie, ici, sont quantifiées. À partir du moment où la particule sera confinée, on va voir que c'est lié au principe d'incertitude d'Heisenberg. À partir du moment où la particule elle est confinée entre 0 et grand L, eh bien, les valeurs de l'énergie sont quantifiées. En fait, on aura un niveau d'énergie E1 qui sera H bar carré pi 2 sur
2mL2. Une valeur de l'énergie E2 4 fois plus grande qui vaudra bien sûr ici 4 fois H bar carré pi 2 sur 2mL2, etc. Une infinité, puisque le puits de potentiel est infini, une infinité de niveaux d'énergie. Énergie minimale H bar carré pi carré sur 2mL2. Et à chaque fois, les niveaux d'énergie sont proportionnels ici à n au carré. Montrons que, en fait, le confinement, bien évidemment, c'est lui qui donne une valeur de l'énergie minimale. Même si on ne retrouve pas la bonne valeur, vous voyez, on va voir, en fait, que le principe d'incertitude d'Heisenberg nous permet de retrouver ça. En effet, delta x, delta px, supérieur ou égal à h bar. Delta x, bien sûr, c'est grand L. Donc en fait, delta px supérieur ou égal à h bar divisé par L. On sait que l'énergie E, qui vaut P, qui vaut Px, ici, au carré sur 2m. Donc ici, on peut retrouver que donc Px carré sera supérieur ou égal à h bar carré sur L2. On divise par 2m, on divise par 2m. Ici, c'est notre énergie. Et donc, l'énergie sera en fait supérieure ou égale à h bar carré sur 2m L2. Tout ça pour dire, bien sûr, on ne retrouve pas le même facteur, bien évidemment, ici. Mais vous voyez qu'en fait, ici, parce que la particule est confinée entre 0 et grand L, eh bien, elle possédera une énergie minimale. Bien sûr, là, on a fait un calcul exact et on a montré qu'en fait, les termes, on a un N2, bien sûr, ça dépend de petit n. Donc, le niveau, ça nous fera, le niveau minimum, c'est h bar carré pi 2 sur 2mL2. Mais on retrouve ici, dans le fait de confiner la particule, en fait, la quantité de mouvement est supérieure ou égale à une certaine valeur, quantité de mouvement au carré, donc l'énergie est supérieure à une certaine valeur. En fait, la quantification, ici, elle est due, bien évidemment, au fait que la particule ne peut pas se trouver à gauche en x négatif et en x plus grand que L. Et vous voyez que le fait de confiner, ça donne une valeur d'énergie minimale. Il nous reste quand même le terme qui est devant, le fameux terme qui est devant les fonctions psi de t, ici le fameux A'N. Et bien ça, on peut l'avoir à partir de la densité de présence. Ici, bien évidemment, puisque j'ai retrouvé ici que phi de x, on l'a vu tout à l'heure, ou f de x, je l'avais appelé, donc on avait dit que c'était an sinus n, ici, pi x sur L. On sait bien évidemment que l'intégrale de 0 à grand L, puisque la particule ne peut se trouver là, de 0 à grand L de f de x dx au carré, puisque je vous rappelle qu'en fait, la particularité que l'on aura, c'est l'intégrale de moins l'infini du module de psi de x de t au carré dx égale 1. Comme entre l'infini moins l'infini et 0, aucune chance de la trouver, de L à plus l'infini, aucune chance de la trouver, il nous reste qu'à intégrer de 0 à grand L. Ce n'est pas la peine de travailler sur la partie temporelle, puisque c'est a exponentielle moins i e h bar t, donc le module ici va s'enlever. Donc il nous restera en fait ici f de x égale à n sinus n pi x sur L. Donc si on intègre entre 0 et grand L à n carré sinus carré n pi x sur L dx, on linéarise bien évidemment le sinus carré. Je vous rappelle que cos 2x c'est 1 moins 2 sinus carré x. Donc sinus carré x, on le passe en 1 moins cos 2x divisé par 2. On intègre et en fait on va trouver an carré ici multiplié par ce terme-là. Ça nous fera un demi intégré entre 0 et grand N. Il nous restera L sur 2. Et ça c'est égal à 1, d'où an égale racine de 2 sur L. Du coup finalement on a la forme complète ici de phi de x de t.
du coup la fonction psi de x de t, ce sera racine de 2 sur L. Donc on met la fonction g de t et la fonction f de x. Donc f de x, ce sera sinus ici n pi x sur L, exponentielle moins i e n sur h bar t. Voilà la forme ici, psi n de x et de t. Bien évidemment, après, si vous le mettez un petit peu sous une autre forme, ça fera 2 sur L. Sinus n pi x sur L, on va pouvoir dire que c'est exponentielle i n pi x sur L, ici, moins exponentielle moins i n pi x sur L divisé par petit i, exponentielle moins i e n sur h bar t. Bon, là, on a le facteur, bien sûr, pré-exponentiel qui est devant, avec petit i. Mais en fait, si vous associez ce terme-là et ce terme-là, vous voyez qu'on a un terme positif en x, négatif en temps. Donc ça, en fait, dans le terme général qui est un terme stationnaire, on a en fait la superposition d'une onde progressive vers les x croissants. Et ce terme-là et ce terme-là, quand on le multiplie, une onde progressive vers les x décroissants. Donc en fait, le terme stationnaire que l'on a est une superposition d'une onde progressive vers les x croissants et d'une onde progressive vers les x décroissants. Et l'idée de la quantification ici, quand on trace les fonctions phi, puis phi carré, bien sûr, ça nous renvoie totalement à la notion ici des cordes vibrantes. On voit qu'on retrouve exactement la même chose. En fait, ici, quand vous allez tracer, alors vous regarderez sur le poly que je vous ai distribué, quand je vous ai tracé la fonction phi, vous voyez sur le premier schéma en haut à gauche, en fait la fonction phi, qui est ma fonction f dans la démonstration, elle s'annule en 0 et grand L. J'ai 2 nœuds en 0 et grand L. Sur le mode de droite, on est dans le cas où n égale 2, j'ai 3 nœuds en 0, en L sur 2, en grand L. Puis sur le schéma d'en dessous, vous avez n égale ici 3 avec 4 nœuds, 0, ici, L sur 4, ici, donc L sur 2, donc vous avez 4 nœuds, hein, bien sûr, 0, L sur 3, 2L sur 3 et grand L, ici sur cette fonction-là. Vous voyez que ça renvoie totalement à la notion des cordes vibrantes. Le puits infini, c'est exactement la même chose. Et on avait vu que dans les cordes vibrantes, en fait, pour avoir des ondes stationnaires, ça va être la superposition de 2 ondes progressives ici. La grosse différence, c'est qu'autant sur les cordes vibrantes, on avait un système qui était ici non dispersif. Là, par contre, on a quelque chose qui est dispersif, puisque je vous rappelle que quand on trouve la relation entre oméga et k, hein, puisque vous voyez ici sur l'énergie, je vous rappelle que ça, c'est égal, l'énergie est égale à h bar oméga. Donc, on voit qu'en fait, la pulsation oméga n, elle est égale à h bar k2 sur 2m. Donc, bien évidemment, vous voyez que oméga n'est pas une relation linéaire en fonction de k. Donc, la grosse différence avec les cordes vibrantes, c'est que bien sûr, on a un système qui se comporte comme un système dispersif. Donc, vous avez après sur le poly ce que je vous ai tracé. L'idée de tracer phi, moyennement intéressante physiquement, l'idée, c'est plutôt de regarder la configuration de phi au carré, bien évidemment. Donc, dans phi au carré, bien sûr, elle s'annule de la même façon entre 0 et grand L. Dans le mode n égale 1, ici. Dans le mode n égale 2, on retrouve bien sûr la même chose, mais par contre, elle s'annule en 0, L sur 2 grand L. Toutes les valeurs sont positives. Même chose pour n égale 3. Donc, ça veut dire, en fait, que quand on regarde ces représentations, ça montre que si nous cherchons la particule, des fois, nous la trouvons à droite, ici, donc entre L sur 2 et grand L. Des fois, on la situe à gauche, entre 0 et L sur 2. Jusque-là, tout va bien. Mais il faut voir aussi que la particule ne se trouvera jamais en x égale L sur 2. Ça veut dire que la particule peut être à droite, puis plus tard à gauche, sans jamais passer par L sur 2. Voilà, typiquement, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre de ce mode quantique. L'apparent paradoxe, qui n'en est pas un, vient de la vision classique que nous avons de la particule. Non, la particule n'est pas des fois à droite, des fois à gauche. Elle est partout et tout le temps. Quand on la détecte à droite, malheureusement, elle est déjà peut-être partie à gauche. Ainsi, quand on détecte la particule à droite, elle est encore potentiellement à gauche via sa fonction d'onde qui n'est pas nulle. Et c'est pourquoi il n'est pas surprenant de la retrouver après à gauche sans qu'elle se soit déportée.
Voilà. Voilà un petit peu ce que l'on a sur le puits infini. Deuxième grande partie, le puits fini. Donc là, ça va se compliquer un petit peu sur la résolution. Donc rang 2, le puits fini. Donc petit 1 modèle. Donc là, dans le cas du puits fini, le puits fini, je le mets entre 0 et L sur 2. Donc là, on aura V0, là, on aura V0, et puis entre les deux, le potentiel ici sera nul. Petit 2, les solutions. Donc, on remet l'équation de Schrödinger. La résolution temporelle, je ne la refais pas, c'est tout le temps la même. La résolution spatiale, maintenant, on doit commencer à la connaître un petit peu. La forme f seconde de x plus 2m sur h bar 2, e moins v de x, ici, f de x égale 0. Voilà. Bien évidemment, on aura 3 domaines. 1, 2 et 3. Donc, dans le domaine numéro 1, v de x vaut v0. Donc, dans le domaine 1, on aura f de x plus 2m sur h bar 2, e moins v0 f de x égale 0. Le niveau d'énergie, grand E, je le mets ici. Bien évidemment, V0 est plus grand que grand E, ce qui fait que souvent, on va mettre ça sous la forme f seconde de x moins alpha carré f de x égale 0. Et en fait, alpha carré, ce sera 2m sur h bar 2, V0 moins cette quantité-là. Donc, du coup, les solutions dans cette zone-là seront du type f1 de x égale a exponentielle ici, ou a1 exponentielle moins alpha x plus b1 exponentielle alpha x. Sauf que dans ce domaine-là, x peut tendre vers moins l'infini. Donc, il faut éviter la divergence en moins l'infini. Donc, pour éviter la divergence en moins l'infini, forcément, la constante a1 sera nulle. Donc, f1 de x va se limiter à b1 exponentielle, ici, de alpha x. Dans la région 2, l'énergie potentielle est nulle. Donc, on retrouve quelque chose du type f seconde de x plus 2m sur h bar 2, ici, e f de x égale 0. On retrouve en posant k carré 2m sur h bar 2, e. Donc, la solution f2 de x se mettra sous la forme a2 cosinus kx plus b2 sinus kx. Voilà, deuxième type de solution. Et enfin, dans la zone 3, on est revenu pareil que dans la zone 1. Sauf que là, quand on va mettre f3 de x, avec a3 exponentielle moins alpha x plus b3 exponentielle alpha x, là, x peut tendre vers plus l'infini. Pour éviter la divergence en plus l'infini, on aura b3 nul, ce qui fait qu'on aura simplement a3 exponentielle moins alpha x. Voilà, je récapitule donc mes solutions. Donc dans la zone 1, on va avoir simplement ici f1 de x égale b1 exponentielle alpha x. Dans la zone 2, j'aurai f2 de x égale a2 cosinus kx plus b2 sinus kx. Et dans la zone 3, on aura f3 de x égale a3, ici, exponentielle moins alpha x. On remet la valeur de alpha carré, ici, donc 2m sur h bar carré v0 moins e,
et la valeur de k carré, 2m e sur h bar carré. Voilà, on fait un petit peu le ménage avec tout ça. Voilà, voilà les trois types de solutions. On pourra faire apparaître avec le coefficient alpha ici, vous voyez qu'une sorte d'épaisseur de peau, on y reviendra tout à l'heure, on pourra poser éventuellement, faire apparaître une profondeur de pénétration delta égale 1 sur alpha tout à l'heure. Voilà, donc les trois domaines qui correspondent à trois solutions. On voit sur le schéma, on l'a déjà dit, on voit sur le schéma qu'en fait le tracé du potentiel c'est une fonction paire. On avait dit que si le potentiel présentait ici des signes de parité ou d'imparité, eh bien forcément le module de psi de t au carré possédait les mêmes particularités. Donc ici, sur ce que l'on a, bien évidemment, la fonction f de x, ici, f de x au carré va présenter les mêmes signes de parité. Ce qui fait que si v de x est pair, la fonction f de x au carré est paire. Ça veut dire que ou f de x est pair, ou f de x est impair. Donc je reprends. En fait, mathématiquement, si l'énergie potentielle présente ici, comme on le voit sur le schéma, symétrie de la courbe par rapport à l'axe des ordonnées, donc v de x est pair, ça veut dire que le module de psi carré, ici, est pair. Donc f au carré est pair, donc finalement f de x est pair ou impair. On va essayer ici de résoudre et de trouver la forme des solutions ici, dans le cas de la solution paire ou dans le cas de la solution impaire. On y va. Donc, premier cas, on va chercher des solutions f de x paire. Donc, du coup, si f de x paire, bien évidemment, on voit notamment ici que pour f de 2x, comme le cosinus est pair et le sinus est impair, on enlève la solution ici en sinus. Donc, ça nous fera f1 de x, b1 exponentielle alpha x, f2 de x. Donc, j'enlève le terme en sinus, je garde le terme en cosinus, ici. Je raccroche maintenant par continuité. Je sais que la fonction f, elle est continue ici en moins L sur 2 et en plus L sur 2. Donc du coup, on y va. On raccroche ici par continuité à cet endroit-là. On raccroche par continuité ici la fonction f et la dérivée de f par rapport au temps, puisqu'on avait dit qu'en fait, psi est continu à cet endroit-là et la dérivée de psi est continue à cet endroit-là. Donc, on raccroche par continuité, ici en moins L sur 2. Donc, ça nous fera B1 ici, sur cette fonction-là. Donc, B1 exponentielle de moins alpha L sur 2 égale A2 cosinus, ici, K L sur 2. Puisque je vous rappelle que sinus x ou sinus moins x, c'est pareil. Si on dérive les fonctions, ici, donc ça nous fera moins alpha B1 exponentielle moins L sur 2. La dérivée du cosinus, donc ça nous fera moins A2K, ici, sinus, sur cette expression-là, sinus, ici, sur cette fonction. Donc, puisque je dérive, donc je sors donc moins A2K, sinus, ici, moins KL sur 2. Donc, ça nous fera A2K, sinus, KL sur 2. Voilà. Donc, je reprends la valeur de cette fonction-là, hein, B1 exponentielle moins alpha x. Donc, j'écris la continuité en moins L sur 2. Donc, B1 exponentielle moins alpha L sur 2, ici, A2 cosinus, puisque là, qu'on met L sur 2 moins L sur 2, ce n'est pas important. Je dérive ici la fonction, donc alpha qui sort,
alpha B1, je l'écris en moins alpha L sur 2, et de ce côté-là, ça fait moins A2K, sinus de moins X, je le passe devant, ça nous donne ça. Voilà. Je fais le rapport des deux expressions. Donc en fait, ici, je fais le rapport de 2 sur 1. Donc il nous reste alpha, ici, égale K, sinus KL sur 2 sur cosinus KL sur 2, ça nous fait tangente KL sur 2. Donc j'ai une relation ici, tangente KL sur 2 égale alpha sur K. Je me sers de la relation trigonométrique qui dit que 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cos carré. Donc 1 sur cos carré KL sur 2 est égal à 1 plus alpha carré sur K carré, c'est-à-dire K carré plus alpha carré sur K au carré. On a encore les expressions d'alpha carré et de K carré qui sont ici. Si je somme alpha carré plus K carré, vous voyez qu'il me reste 2m, ici V0, H bar carré, K carré. Du coup, cosinus carré KL sur 2, on inverse ici. Donc ça nous fait cosinus KL sur 2 en valeur absolue qui est égal à H bar K sur racine de 2m V0. Donc je retourne l'expression et je prends la racine, valeur absolue de cosinus KL sur 2, ça va nous faire ici H bar K sur racine de 2m V0. Voilà, ça c'est cosinus KL sur 2. Alors, on pose ce que j'ai fait un petit peu dans les... vous verrez sur les différents polis. On va poser en fait grand X égale KL, ce qui fait que l'on aura à résoudre cosinus ici, grand X sur 2 en valeur absolue. De l'autre côté, comme je veux faire apparaître également KL, on va mettre un L ici et un L carré ici, ce qui fait qu'en fait, on pourra mettre ça sous la forme H bar sur racine de 2m V0 L carré, et puis KL, c'est notre grand X. Donc, vous voyez qu'en fait, on va avoir à résoudre valeur absolue de cos KX sur 2 égale bêta fois grand X. Donc, on y va. Voilà. Hop. On va tracer en fonction de grand X égale KL. Donc le cosinus, bien sûr, si x vaut 0, on va partir d'ici. Lorsque, ici, sur cette première fonction-là, quand on va tracer ici les différentes courbes, donc si par exemple on se retrouve avec x égale KL égale pi, ici bien sûr ça nous fera cosinus de pi sur 2, donc cosinus de pi sur 2, on va avoir sur cette valeur là, valeur absolue de cosinus pi sur 2, on va retomber à 0. Donc je reprends grand X vaut 0, on part d'une valeur qui vaut 1. Ici, en KL, c'est-à-dire grand X égale pi, on est à pi sur 2, ça vaudra 0. Ainsi de suite. En 2pi, on va revenir sur un max. En 3pi, on revient à 0. Voilà, etc. Sur les différentes courbes, on aura à chaque fois la même chose. Et je vous rappelle que l'on peut tracer, bien sûr, tout ça, les résolutions graphiques, c'est valeur absolue de cos kx sur 2, ici, égale bêta x avec bêta, un facteur constant. Donc je trace la droite, ici, du type bêta grand X. Alors je reviens sur l'expression de la tangente de tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on avait écrit sur l'expression de la tangente, ici,
que tangente KL sur 2 était égale à alpha sur K. Donc vous voyez que la tangente KL sur 2, donc la tangente X sur 2, ici, est toujours positive. Tangente X sur 2, toujours positive. Ça veut dire qu'on est dans cette zone-là et dans cette zone-là. Donc ça veut dire qu'en fait, ici, sur ces valeurs-là, ici, donc les valeurs de KL sur 2, puisqu'on doit être dans cette zone-là où la tangente est positive, ça veut dire KL sur 2 doit être compris ici entre NP et NP plus P sur 2. Donc les valeurs de KL doivent être comprises entre 2NP et 2NP plus Pi. Donc dans la résolution graphique, on doit prendre tous les points compris entre 2NP et 2NP plus Pi. Bon, si on fait par exemple n vaut 0, la première valeur, elle doit être entre 0 et Pi. Voilà, ici. La deuxième valeur, elle doit être ici, entre 2pi et 3pi. Ici, etc. Voilà tous les points de résolution dans ce premier cas, dans le cas d'une solution paire. On refait le même boulot maintenant dans le cas de la solution impaire. Allez, on efface tout ça. Donc, dans le cas de la solution impaire, puisque le sinus est impair, le cosinus est pair, donc cette fois, on va enlever ici le terme en cosinus. Donc, on va écrire en fait qu'on aura f1 de x égale b1 exponentielle alpha x, et f2 de x, cette fois, on aura b2 sinus kx. On écrit la continuité en L sur 2 de la fonction et de la dérivée. Donc, on aura en fait b1 exponentielle moins alpha L sur 2 égale b2, ici, avec un moins sinus KL sur 2. Je dérive, ça nous fera alpha b1 exponentielle moins alpha L sur 2, ici, égale b2k sinus, ici, moins KL sur 2. Donc, cosinus KL sur 2. Donc, quand je redérive, ici, le sinus en cosinus. On fait le rapport, et là, au lieu d'obtenir une tangente, on va obtenir en fait une cotangente. Donc là, ce que l'on va avoir à résoudre, ici, si je fais le rapport, ça fera cotangente KL sur 2. Donc je fais le rapport de la même façon, ici, 2 sur 1. Vous voyez que cette fois, on va se retrouver avec cotangente KL sur 2 dans cette solution qui est impaire. Donc on obtiendra cotangente KL sur 2 qui fait moins alpha sur K. Du coup, là, on se sert 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cos carré. 1 plus cotangente carré, c'est 1 sur sinus carré. Donc du coup, on va se retrouver avec ici 1 plus cotangente carré, c'est-à-dire 1 plus alpha 2 sur K2, qui fait 1 sur sinus carré KL sur 2. Donc sinus KL sur 2 en valeur absolue, ici, sinus KL sur 2 en valeur absolue. C'est exactement le même rapport que tout à l'heure. On va avoir à résoudre sinus KL sur 2 ici, puisque alpha 2, quand on va réduire au même dénominateur, ici, alpha 2 plus K2 sur K2, vous voyez qu'on va retrouver le même rapport que tout à l'heure. On va avoir à résoudre ici, égal bêta fois KL, c'est-à-dire bêta fois grand X, et on a à résoudre en fait sinus grand X sur 2 en valeur absolue, qui devra être ici égal à bêta de X. Si on trace ça sur le même schéma, sinus X sur 2, donc on va partir de 0. Là, cette fois, la fonction va s'annuler maximum en pi. Voilà, etc. en 4pi. Voilà la deuxième fonction. Bien sûr, la fonction bêta de x est égale à la même chose.
Seulement là, attention, pour trouver les points d'intersection, la cotangente, elle est négative, puisque c'est égal à moins alpha sur k. Une tangente comme une cotangente, elle est négative dans le deuxième et dans le quatrième cadran. Donc ça veut dire, ici, sur cette relation-là, ici, eh bien, puisqu'on sera dans cette zone-là, KL sur 2 devra être compris ici entre pi sur 2 plus npi, ici, et npi plus pi. Donc KL devra être compris ici entre pi plus 2 npi, et ici, 2 facteur de n plus 1 pi. Voilà. Donc la première solution, si vous faites en n vos zéros, elle sera comprise entre pi, ici, et 2pi. Donc la première solution que l'on va avoir, ce sera celle-là, puis celle-là, etc. Et donc, tous les points d'intersection que vous avez là seront solutions du problème. Voilà. Donc on aura à la fois des résolutions ici pour n pair et pour n impair. On va pouvoir superposer tous ces points-là qui vont constituer les points de résolution. Petit 3, interprétation des résultats. Alors, si on compare un petit peu dans l'interprétation des résultats, la notion de quantification. Ben, vous voyez que bien évidemment, je n'ai pas n'importe quelle valeur qui convienne. J'ai tous ces points d'intersection qui seront solutions du problème. Donc, on retrouve bien sûr une quantification ici des états. Quand j'avais le puits infini, j'avais une infinité d'états possibles. Là, bien sûr, bien évidemment, dès que la droite va être plus grande, la valeur de la droite va être plus grande que 1, je n'aurai plus de possibilité d'avoir d'intersection entre la droite bêta x et la valeur absolue de cosinus x sur 2 ou de sinus x sur 2. Donc le nombre d'états, il est fini. Si le puits est fini, j'ai un nombre d'états quantifié qui va être fini, à la différence de tout à l'heure où dans le puits infini, j'avais un nombre d'états d'énergie qui était infini. Deuxième chose également, si on regarde, bien évidemment, dans le cas ici où V0, le potentiel est infini, vous voyez que dans ce cas-là, bien sûr, la valeur de bêta tend vers 0. Donc, on va retrouver le puits infini, ici, lorsque la droite est horizontale, et on retrouvera, bien évidemment, ici, les valeurs en pi, en 2pi, en 3pi de KL. Donc, on retrouve bien que les valeurs de K convenables, qui seront bien sûr égales à pi sur L, 2pi sur L, 3pi sur L, etc. avec un nombre infini de valeurs. Bien évidemment, si on compare entre le puits infini et le puits infini, vous voyez que ici, par exemple, pour le puits infini, la première valeur de K, c'est pi sur L. Là, la valeur de K est un petit peu plus petite. Donc, qui dit valeur de K un petit peu plus petite, dit énergie un petit peu plus faible. Et ainsi de suite. Pour la deuxième valeur de K dans le puits infini, c'est 2pi sur L. Vous voyez qu'ici, la valeur correspondante est un petit peu plus petite. Donc, bien évidemment, si la valeur de K est un petit peu plus faible, la valeur de E un peu plus faible, ben nécessairement, quand on regarde le principe d'incertitude d'Heisenberg, ça veut dire que la particule, elle est moins confinée. Au lieu de rester limitée à 0 grand L ou ici moins L sur 2, L sur 2, eh bien, la particule peut aller au-delà de moins L sur 2, L sur 2. On a moins de confinement si l'énergie est un petit peu plus faible. Donc ça, vous regarderez sur les différents tracés, c'est ce que je vous ai figuré. Autant dans le puits infini, la particule reste confinée entre 0 et grand L, autant dans le puits fini, la particule peut aller, c'est ça, voilà, l'anomalie de la mécanique quantique, ne pas réfléchir en méca classique, puisque vous voyez que dans ce cas-là, la particule peut aller au-delà, ici, des valeurs de moins L sur 2, L sur 2. On peut trouver la particule un petit peu au-delà de L sur 2, un petit peu en deçà de moins L sur 2. La particule est moins confinée parce que son énergie est plus faible. Voilà, dernière partie. Donc, regardons l'effet tunnel.
53. Effet tunnel. Donc dans ces cas-là, hop, on va avoir une marche. Donc dernier point ici. On aura en fait une marche de potentiel. Donc petit 1 description, c'est ce que je vous avais mis ici. Donc on a une région 1 où le potentiel est nul, une région 2 où le potentiel vaut V0, et une région 3 où le potentiel est encore égal à 0. Donc ça c'est la description du modèle. Donc la mise en équation dans le domaine 1, vous retrouvez f1 de x, bien évidemment, puisque l'équation différentielle, on revient avec f seconde de x ici, plus 2m sur h bar carré f1 de x égale 0. Donc ici, dans ce domaine-là, on aura des fonctions trigonométriques qu'on va mettre sous la forme a1 exponentielle i kx plus b1 exponentielle moins i kx. Cumulé avec la solution temporelle, en fait, ici, l'onde que l'on aura, côté 1, on aura une onde incidente se propageant vers les x croissants, une onde incidente se propageant vers les x décroissants, une onde incidente, une onde réfléchie. Dans la région, ici, numéro 2, bien évidemment, on aura 2me moins b0, donc on aura une solution f2 de x qu'on pourra mettre sous la forme a2 exponentielle ici alpha x plus b2 exponentielle moins alpha x. Et dans la région 3, on revient avec la même équation différentielle qu'en 1. Et du coup, la forme des solutions en F3, ce sera du type A3 exponentielle, ici, i kx. On n'aura pas le B3 exponentielle moins i kx, puisque dans cette région-là, bien évidemment, on n'aura qu'une onde transmise. Incidente réfléchie. Ici, on va voir que selon les valeurs de E, la mécanique classique, bien sûr, l'énergie est plus faible que 0, elle rebondit. Par contre, on verra qu'en mécanique relativiste, en mécanique quantique, il sera possible, bien sûr, de franchir ici cet effet-là, c'est l'effet tunnel. On va pouvoir passer la marche ici selon les valeurs de grand E, même si grand E est plus petit que V0. Et ici, F3 de x, ce sera A3 exponentielle IKX. Voilà la description. Petit 2. Je vous ai mis ici résultat et interprétation. Alors, bien sûr, le calcul, il n'est pas simple. Hein. Vous voyez que vous avez ici 5 constantes, A1, B1, A2, B2 et A3. On doit écrire la continuité des fonctions ici en 0 en grand L, les continuités des dérivés. Même chose ici, donc vous le faites en 0, vous le faites en grand L. Continuité des fonctions F2, F3, ici en 0 et en grand L. Et vous avez les conditions de normalisation dans chacune, ici, des zones pour déterminer les constantes. On définit ici, bien évidemment, un J incident, vecteur densité de courant de probabilité, ici. Donc les vecteurs densité de courant de probabilité, je vous les avais définis au premier chapitre, ici. C'était les modules ici de psi incident au carré multiplié par les différentes vitesses. Donc par exemple le J incident, H bar K sur M fois UX. Ça c'est le J incident. Le J réfléchi, ce sera psi R de X de T, ici, H bar K sur M selon moins UX. Et le J transmis, ce sera le psi transmis de X de T au carré, ici. Et puis côté transmis, ce sera H bar K sur M UX. Bien évidemment, le module de psi au carré sera proportionnel pour le J incident au coefficient A1 au carré. Et le psi transmis au carré sera proportionnel à A3 au carré. Donc en fait, le facteur de transmission grand T, qui est le module de JT sur le module de J, ce sera en fait A3 carré sur A1 carré. Voilà pourquoi il est nécessaire d'obtenir ces coefficients-là. Ce sera le rapport A3 carré sur, ici, A1 carré. Le calcul complexe nous permet
d'arriver à une expression pour ce grand T, qui vous sera toujours donné, on ne vous demandera pas de refaire le calcul. On arrive à un coefficient grand T, donc une expression assez compliquée, qui est égale à 1 sur 1 plus, ici, V0 carré, divisé par 4 fois, ici, grand E, fois V0 moins E, sinus hyperbolique au carré d'alpha L. Ça, c'est le coefficient grand R. On peut trouver de la même façon, ici, ça, c'est le coefficient de transmission. Le coefficient de réflexion, bien sûr, R plus T égale 1. Donc, on retrouve la même chose ici, avec donc V0 carré divisé par 4V0 moins E, SH carré alpha L, et le même dénominateur. Même dénominateur que sur le facteur de transmission, R plus T est égal à 1. Voilà ici la valeur de ce coefficient grand T. Si on analyse le cas d'une barrière de potentiel qu'on va appeler épaisse, alpha L très très grande vent 1. Dans ce cas-là, SH alpha L, bien sûr c'est exponentielle alpha L moins exponentielle moins alpha L sur 2. Si alpha L est très très grande vent 1, il nous reste exponentielle alpha L sur 2. Ce qui fait que le coefficient de transmission, ça devient 1 sur 1 plus V0 carré sur 4V0 moins E, SH carré, ici, donc exponentielle de 2 alpha L sur 4, ça nous fera sur 16. 1 sera négligeable devant l'autre terme, ce qui fait que T sera à peu près égal à 16E V0 moins E sur V0 carré exponentielle de moins 2 alpha L. Donc en fait, le coefficient de transmission, vous voyez qu'on peut faire apparaître ici, grand L, on avait fait apparaître une épaisseur de peau qui fait 1 sur L. Donc vous prenez l'inverse de L qu'on a défini tout à l'heure. En fait, avec delta, puisqu'on prendra l'inverse ici du paramètre ici alpha sur ce paramètre-là. Donc 1 sur alpha, et donc ce sera h bar sur la racine carrée de 2m V0 moins E. Donc vous voyez que dans ce cas-là, le facteur de transmission, dans le cas de la barrière épaisse, le facteur de transmission est non nul. Alors qu'on passe, normalement, la mécanique classique nous dit, bah voilà, on a une énergie qui est plus petite que la marche. En mécanique classique, bien sûr, pas de transmission, tout est réfléchi. Là, en mécanique relativiste, je vais y arriver, en mécanique quantique, on pourra trouver éventuellement des particules au-delà de la marche, même si l'énergie est plus faible. Donc ici, je vous ai donné un petit peu les différentes valeurs. Hein. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'en mécanique classique, bien sûr, T vaudrait 0, ici. Donc autrement dit, la particule peut passer la barrière énergétique en mécanique quantique. Par contre, en mécanique classique, ce n'est pas valable. Donc cette possibilité est clairement liée à l'existence d'une onde évanescente dans la barrière de potentiel. Bien évidemment, le domaine de mécanique quantique, c'est le domaine de l'infiniment petit. Donc je vous ai mis sur le poly un petit peu les différentes valeurs selon les objets. Bien sûr, la mécanique quantique étant d'autant plus vérifiée que les particules sont petites, regardez un petit peu ce que ça donne. Dans le cas d'un électron, masse 9,1 10-31, l'ordre d'idée de V0, 1 électron-volt. Calculons delta pour une marche, on est en milieu de marche, l'énergie vaut V0 sur 2. Vous voyez qu'à ce moment-là, l'épaisseur, la profondeur de pénétration de 8 10-10. Donc l'électron peut aller au-delà de la marche. Dans le cas d'un proton, il est déjà beaucoup plus lourd, 1836 fois plus lourd. Dans ce cas-là, le potentiel 1 MeV, l'énergie potentielle, delta 4, 5, 10-15. Il y va un petit peu moins. Dans le cas d'un bâton de craie, 10 grammes, 1 millijoule, de 4, 10-32. Il ne franchira quasiment plus la barrière de potentiel. Donc plus, en fait, on aura ici des objets de petite taille, ici, plus on pourra passer cette marche, plus l'effet tunnel, ici, sera vérifié. Donc la résolution vous la demandera jamais de manière complète, hein, de l'effet tunnel, ici. Vous verrez en analyse documentaire deux applications qu'on va très très souvent retrouver.
Donc, ça sera la radioactivité alpha et le microscope à effet tunnel. Donc ça, j'en dis pas grand-chose puisque vous l'étudierez en exercice. Voilà, dans la dernière partie, et ça, on va reprendre un petit peu ce qu'il y a sur le poly parce que c'est difficile à tracer pour moi. On va regarder le double puits symétrique. Donc, rang 4, double puits symétrique. Donc ça, vous allez le parcourir en même temps. Donc vous avez le modèle qui est décrit sur le poly. Donc vous voyez qu'en fait, vous avez ici un puits à chaque fois à gauche et à droite de largeur petit b et le puits central qui est de largeur petit a avec un potentiel qui évaut V0. Donc si on regarde qualitativement un petit peu l'allure des solutions, étant donné le caractère pair du potentiel, on va chercher une solution paire ou impaire pour la fonction d'onde. Si on se limite au mode de plus bas niveau d'énergie, on sait qu'il y a une seule arche dans la zone de confinement. On est dans le cas n égale 1. Pour la fonction paire, on a le diagramme du haut. Pour la fonction impaire, on a le diagramme du bas. Si on essaye de relier tout ça avec l'énergie, si on note E0, l'énergie a une seule arche. L'énergie qu'aurait la particule si elle était confinée, admettons, ici, uniquement à droite ou uniquement à gauche. Le calcul complet, ici, de l'énergie va montrer qu'on va associer à la fonction d'onde symétrique, ici, une valeur d'énergie plus basse que E0. Ça, revoir ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, l'énergie associée à une fonction impaire est plus élevée que E0. Revoir les fonctions paires et impaires de tout à l'heure. On remarque au passage que pour le puits symétrique, c'est la fonction d'onde paire qui possède toujours l'énergie la plus faible. Donc si on part du niveau d'énergie E0, vous voyez qu'on a une levée de dégénérescence de l'énergie. Pour le mode antisymétrique, niveau d'énergie plus élevé. Pour le mode symétrique, niveau d'énergie moins élevé. Du coup, par rapport au confinement, le fait que l'énergie associée à la fonction d'onde paire, ici, vous voyez ici, bien évidemment, puisqu'on a des différences entre le mode symétrique et antisymétrique. Donc, pour le mode symétrique, énergie plus faible, qui dit énergie plus faible, dans ce cas-là, dit que la particule, elle est, bien évidemment, énergie plus faible, la particule est moins confinée. Donc, ça ne se voit pas sur les tracés que vous avez mis là, que je vous ai mis là, puisqu'on a considéré, bien sûr, aucune onde évanescente dans les zones de potentiel, ici, égale à 0. Mais il faut savoir que, bien évidemment, on n'a pas quelque chose de parfait comme ça. On peut franchir ces barrières de potentiel puisque les puits ne sont pas infinis. Si on voulait faire la résolution complète, ici, vous voyez que c'est relativement difficile. C'est la même qu'on a fait précédemment. La seule difficulté, c'est les calculs. Donc, pour résoudre, on peut commencer par écrire les solutions générales dans les 5 zones de potentiel qui amènent à 10 inconnus. La non-divergence des fonctions d'onde enlève un terme dans les zones extrêmes, il reste 8 inconnus. En cherchant par principe une fonction d'onde symétrique paire ou impaire, on diminue d'un facteur 2 les inconnus, il en reste 4. Il y a 2 cas à traiter. Pour trouver les 4 inconnus, on peut écrire les conditions limites, ici de la fonction d'onde et de sa dérivée, en A sur 2 plus B. On a 4 inconnus, 4 équations, on fait la résolution. Voilà. Donc, bien comprendre qu'on part d'un niveau d'énergie E0. Les modes symétriques antisymétriques donnent ici 2 types d'énergie, deux situations correspondantes à 2 énergies différentes. La situation symétrique d'énergie plus basse que la valeur de la solution antisymétrique. Les applications. Première application, liaison chimique. Donc ce double puits peut représenter l'énergie que possède un électron près de 2 noyaux. Chaque noyau, à cause de l'attraction électrostatique, est un puits énergétique. L'électron, en rentrant dans ce puits, va baisser en énergie. Ici, puisque vous avez l'état symétrique qui est d'énergie plus basse que E0, l'état antisymétrique plus élevé que E0. Toutefois, ici, comme les 2 noyaux sont chargés positivement, ils se repoussent. Finalement, la liaison chimique est un compromis entre 2 noyaux dont l'énergie augmente, d'autant plus qu'ils se rapprochent, un électron qui cherche à se délocaliser de manière à diminuer son énergie. Deuxième application, la molécule d'ammoniac. Donc la molécule d'ammoniac, NH3, peut être modélisée par un potentiel à double puits, suivant que les atomes d'hydrogène sont à gauche ou à droite. Superposition et mode d'oscillation, si l'énergie disponible est suffisante, alors la fonction d'onde représentant la molécule d'ammoniac est la superposition des fonctions d'onde des modes symétriques et antisymétriques, ce que j'ai mis psi S et psi A. Sauf que cette fois, on peut considérer les fonctions d'onde complètes avec la partie temporelle,
puisque les fonctions d'onde ne sont pas associées aux mêmes énergies, elles ne vont pas s'associer à la même pulsation. En mettant de côté les préfacteurs de normalisation, vous voyez qu'on a un terme en phi s de x exponentielle i oméga st, et l'autre c'est i oméga t. Dans ces conditions, comme pour les oscillateurs couplés, on va observer des phénomènes de battement. Autrement dit, à chaque instant, la fonction d'onde sera à gauche ou à droite. De même, à d'autres moments, la fonction d'onde sera nulle à droite, ce qui implique que les atomes d'hydrogène seront de manière certaine à gauche et inversement. Finalement, il est certain que les atomes d'hydrogène seront des fois à gauche, des fois à droite. Ils vont osciller. Ces oscillations issues du battement se feront à une fréquence oméga moins oméga s. Donc la fréquence d'oscillation sera EA moins ES sur H, ce qui donne EA moins ES 10-4 volts et donc des fréquences d'oscillation de 24 gigas. C'est cette détection d'un tel rayonnement qui va nous montrer la signature de présence de molécules d'ammoniac. Ne pas confondre changer de côté sans osciller. Si l'énergie disponible est très basse, la molécule d'ammoniac est uniquement dans son état de plus bas niveau d'énergie. Ça correspond bien sûr à la fonction symétrique, la fonction paire. Or, cette fonction d'onde a la densité de présence ici que vous avez sur la dernière partie. Cela signifie qu'il est possible de trouver les atomes d'hydrogène des fois à droite, des fois à gauche, sans que ce soit associé à des oscillations. Est-ce que c'est étrange, paradoxal? Non, c'est en fait quantique. En effet, rien ne dit que sur 3 mesures, nous ne trouvions pas les atomes à chaque fois du même côté. C'est comme si on jouait à pile ou face, on peut trouver 3 fois pile, 2 fois face d'un côté, etc. Donc de plus, rappelons-nous que du point de vue de la mécanique quantique, dans l'état stationnaire représenté, les atomes d'hydrogène sont à la fois à droite et à gauche, toujours quel que soit l'instant. Ce n'est pas lorsque nous cherchons à détecter, lorsque nous procédons à une mesure, que nous les voyons aléatoirement à gauche et à droite. Une pièce, tant qu'on ne l'a pas lancée, n'est ni pile ni face, elle est encore les deux en même temps. Voilà. Il faudra bien sûr revoir, bon, là il y a un petit peu de calcul sur ce dernier chapitre-là, le cas d'école qu'on aura ici. Donc je vous rappelle ces 2 chapitres de mécanique quantique, bien sûr, bien comprendre le PFD de la quantique, l'équation de Schrödinger. On a vu la particule quantique libre au premier chapitre, donc potentiel nul. On voit dans ce deuxième chapitre la particule quantique non libre. Le cas d'école, c'est le puits infini. Donc l'énergie est quantifiée et du coup, la particule, puisqu'elle est confinée, les niveaux d'énergie ici seront discrètes et on aura une énergie minimale. Ensuite, on a vu ici le puits de potentiel fini, un petit peu plus compliqué. Donc là, on a un nombre discret de valeurs de l'énergie et on a moins de confinement. Et enfin, l'effet tunnel, très important, plus calculatoire, mais souvent les exercices, on va vous demander de discuter un petit peu sur le facteur de transmission. Mais cas classique, on ne peut pas la passer, cette barrière, cette marche. Là, en mécanique quantique, on va pouvoir éventuellement passer cette barrière. Bien évidemment, on la passera d'autant mieux que l'objet est quantique, microscopique. Et enfin, double puits symétrique, relisez un petit peu ce qu'on peut faire là-dessus. Il y a des exercices un petit peu simples là-dessus, il y a des exercices un petit peu plus compliqués qui vont vous retracer l'application de l'effet tunnel, ici, en microscopie et la radioactivité alpha. Et puis on reverra un petit peu les analyses documentaires là-dessus. Voilà, on achève au point de vue du cours, donc cette année, on a commencé tout début septembre, hein, 33 chapitres normalement. Vous me digérez cette semaine ces 2 chapitres de mécanique quantique et à partir de la semaine prochaine, pour 2 semaines de pseudo-vacances, où je vous filerai un programme de révision, on reverra tout doucement ça et j'espère qu'au mois de mai, on se reverra en présentiel pour reprendre un petit peu tout ça. Allez, bon courage!